Alors, je vais présenter le deuxième intervenant et inviter donc Carlo Ossola à me rejoindre ici. Carlo Ossola, que vous connaissez toutes et tous, et qui est professeur honoraire au Collège de France pour la chaire Littérature moderne de l'Europe non latine, qui est membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei, de l'American Academy of Arts and Science, fellow de la British Academy, et qui a publié des nombreux ouvrages, je cite les plus récents. Fable de l'identité pour retrouver l'Europe en 2018, Nel vivaio delle comete, figure di un'Europa a venire, toujours en 2018, Les vertus communes en 2019, Dopo la gloria, i secoli del credere in Occidente en 2019, Per domani ancora, vie d'uscite dal confino 2020, Les 100 mots de Baudelaire en 2021, Personaggi della Divina Commedia, toujours en 2021, La vie simple en 2023, et dont on sait, bien sûr, qu'il a dirigé et introduit l'édition bilingue de la Divine Comédie, parue en Pléiade en 2021 et récemment rééditée cette année même. Donc je lui laisse la parole, avec une intervention sur Giuseppe Ungaretti, interprète de Paul Valéry. Merci beaucoup. Oui, merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher William, difficile de parler de Valéry à midi. Et donc, je ferai de mon mieux, je couperai du reste pour rester dans les temps prévus. Ungaretti continue cette série d'écrivains qui ont suivi des cours au Collège de France. Simplement, son âge lui a permis de suivre les cours de Bergson, mais évidemment pas les cours de Valéry. Il était à ce moment-là au Brésil et puis à Rome. Néanmoins, Giuseppe Ungaretti a été l'un des premiers, des plus importants interprètes européens de Valéry. Il l'a été fidèlement avec T.S. Eliot, qu'il cite du reste, et dès les premiers essais, Albert Thibaudet, Henri Bremont. Et il se présente dans sa correspondance avec Jean Paulhan, une correspondance importante, comme celui qui a introduit Valéry en Italie et qui préside aux recensions et à la réception du poète français dans la péninsule. Ce sont des lettres qui vont de novembre 22 au printemps 26. Je cite quelques extraits. Valéry est rentré hier d'un voyage, de commis voyageur en pensée. Commis voyageur en pensée, c'est la formule qu'Ungaretti adoptera pour son expérience même d'écrivain. Donc, il y a là une référence directe et presque une identification. Est-ce que je peux lui montrer Alla Noia? C'est l'un des poèmes importants d'Ungaretti et nous verrons que cette idée d'ennui va tisser le dialogue avec Valéry. Fin mars 25, Gargiulo prépare un article sur Valéry. C'est toujours la correspondance avec Paulhan, de premier ordre, et dans quelques jours, la Stampa, journal de Turin, en publiera un autre de Cecchi. La renommée de Valéry grandit tous les jours, et puis ici nous avons l'élément important. Depuis Baudelaire, c'est l'œuvre poétique qui a le plus de retentissement dans le monde. Elle est d'une matière qui dure. Ungaretti n'a jamais voulu trop insister sur le parallélisme qu'il voit dangereux, Mallarmé, Valéry, mais il a toujours préféré d'évoquer Baudelaire, et nous verrons à la fin, si j'ai le temps, les raisons de cette filiation hypothétique. Et d'autre part, il souligne également qu'il est dangereux de penser à Valéry, c'est une lettre de l'avril 25, toujours à Paulhan, comme l'auteur de pensées éparses dans ses notes ou dans sa conversation. Et il ajoute, ce qui restera surtout de Valéry, c'est sa poésie, la plus haute de notre temps. Donc il n'a pas peur de s'engager dans une lecture poétique de Valéry. Depuis Baudelaire, aucun poète ne pourrait lui être comparé. C'est le plus grand. Donc, c'est des déclarations nettes. Et puis, dernière citation que je vais faire,
Cher ami, donc c'est printemps 26, j'ai reçu Rumb. C'est plein de choses qui laissent l'esprit rempli de lumière et le cœur plus humain. Je retrouvais tout d'un coup le Valéry qui m'avait tant surpris et tant séduit. L'homme vivant, le plus profond et le plus précis. Je souligne la priorité que Ungaretti donne à l'homme vivant, le plus profond et seulement à la fin, le plus précis. Alors, ce sont des éléments que je pourrais développer. Je les laisse à votre méditation. J'ajouterai du reste que le même jour, il écrit à Apollon pour une autre raison. Il a enfin retrouvé le gros volume de 1911 des écrits posthumes de Giovanni Vailati, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait introduit le pragmatisme de Peirce en Italie, mais d'une façon critique, parce qu'il était plus proche du mathématicien Peano. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette référence possible à Valéry en tant qu'homme de la précision, mais toujours aussi d'une manière critique et qui essaye de sortir de cette espèce, je dirais, de catalysation mallarméenne qui semble ne pas être utile, en tout cas qui semble à Ungaretti ne pas être utile pour comprendre en profondeur Valéry. Ces interventions critiques, du reste, ont été nombreuses à partir de 1925 jusqu'à 1961 et nourrissent sa poétique et sa poésie. Je cite simplement la rinomance à la renommée de Paul Valéry, 1925, un article très important sur lequel je vais revenir. Va citato Leopardi pour Valéry, c'est-à-dire est-ce que Leopardi, et notamment le Zibaldone, est un modèle pour comprendre Valéry? Et puis, absolument essentiel, l'introduction à la traduction italienne de Palinos en 1932, et puis, bien sûr, plusieurs articles, notamment État de la prose française en 1927, où il parle longuement de M. Teste, et il conclut là, Valéry est directement dirigé au sommet où art et science se fondent, lieu d'une parole ailée. Alors, vous voyez que ces textes sont non seulement nombreux, il est naturel de le trouver dans la première déclaration de poétique personnelle, Punto di mira, ou si vous voulez, point de fuite, rédigée en 1924 et qui est rédigée à l'époque comme préface à la réédition du Porto Sepolto. Donc il fait déjà une déclaration de poétique où Valéry est mis dès la première ligne au centre de sa propre poétique, c'est-à-dire de la poétique d'Ungaretti. Il primo compito dell'artista è di far luce in sé. La première tâche d'un artiste est celle de retrouver en soi-même la lumière. Or, tout cet article, et je le citerai à la fin parce que c'est vraiment un élément clé, est inspiré par la première ligne, une citation de Valéry, mais inspiré par Valéry. Et on trouvera encore des éléments de ce texte dans la préface ultime, 1969, aux œuvres d'Ungaretti, donc la préface au Meridiano, enfin la Pléiade italienne. Du reste, le volume d'Ungaretti est le premier volume de cette collection. Naturellement, la disparition du poète, son témoignage pour Valéry, paru dans un fascicule spécial de la revue italienne Poésie en 1946, nous parle de son poème Aurore. Et Ungaretti nous dit, après avoir cité le poème, je vous cite seulement la fin,
Et sur l'échelon tremblant de mon échelle dorée, ma prudence évaporée déjà pose son pied blanc. Eh bien, Ungaretti retient l'attention du lecteur sur l'adjectif blanc. Déjà pose son pied blanc. Blanc, mais qui sait plus aujourd'hui faire d'un adjectif ses propres délices. Ce pied blanc, d'une espèce de couleur absolue, c'est comme s'il nous évoquait ante litteram la peinture de Rothko. Et tout le texte est dans cette mouvance, c'est-à-dire celle de faire sortir Valérie du mal aigu de la précision. Far uscire Valérie dal mare acuto della precisione. Le faire sortir, mais vers où? Et c'est là donc la suite de ma réflexion. L'essai le plus célèbre et le plus développé, Hommage à Valérie, que nous lisons aujourd'hui, enfin ceux qui arrivent encore à trouver le volume, dans le recueil d'essais publié chez Gallimard sous le titre d'Innocence et mémoire en 1969. Tous les essais sont traduits par Philippe Jacotet, qui a été le grand traducteur avec Pierre-Jean Jouve et Jean Lescure d'Ungaretti en langue française, remonte à 1961 à l'occasion d'une semaine française dans la ville de Gênes, ville aimée et nécessaire pour comprendre Valérie, et publié dans la Prodo Letterario également de 1961. Je me permets de lire ce passage très célèbre, mais nécessaire pour comprendre le chemin par lequel Ungaretti essaye de dégager Valérie de cet héritage ou de cette limite de la précision, et il cite le texte célèbre, du reste englobé dans cette méditation sur Gênes. N'oublions pas que Gênes est le cœur de la réflexion poétique d'un certain nombre de poètes italiens, mais qui ont compté dans la culture européenne. Tout d'abord Campana, puis Eugenio Montale, entre les deux Valérie, et ensuite Giorgio Caproni. C'est comme le dirait Benjamin, les passages de Gênes sont à peu près comme les passages de Paris pour la poésie, la première partie du XXe siècle. Eh bien, le texte célèbre, dont je voudrais simplement citer la partie finale pour souligner qu'elle est, pour Ungaretti, la clé pour, entre guillemets, sauver Valérie de ses obsessions de rigueur. Italianità égale simplicité de vie, nudité intérieure, besoin réduit au minimum, goût du réel poussé à l'essentiel, fond sombre et légèreté, mais toujours attentive, insouciance et profondeur, secret. Tendance aux limites, passage immédiat ad infinitum. Mais je pourrais faire le commentaire en l'appliquant aux différents moments de la poésie d'Ungaretti et peut-être aussi de Valérie. Pour chacune de ces définitions antithétiques, vous voyez qu'il s'agit d'antithèse. La seule qui n'est pas antithèse, c'est la dernière, passage immédiat ad infinitum, c'est-à-dire l'oxymoron. L'oxymoron est le passage immédiat à l'infini, et c'est là que Ungaretti essaye de trouver une clé pour relancer la poésie de Valérie. C'est un texte long, l'un des plus développés d'Ungaretti, 25 pages dans l'édition Gallimard. Nous n'avons pas le temps de les lire, mais je vous le conseille. Venons maintenant au sujet spécifique de notre colloque, à savoir les cours de poétique publiés par William Marx. Je voudrais m'arrêter sur un passage célèbre de ces cours
dont les conséquences doivent être approfondies, à mon sens. Il s'agit du cours du samedi 5 février 1938, et c'est le cours auquel on a donné à juste titre je dirais l'emblème, le titre « La philosophie est une affaire de forme ». Bien évidemment, la philosophie est une affaire de forme, on a parlé ce matin et certainement on en parlera encore. Mais quel type de forme? Et là, nous trouvons l'explication non seulement radicale, mais séduisante de Valéry. Je cite, « C'est un fait remarquable que la somme de saint Thomas, qui se place, vous le savez, à l'époque où le Moyen-Âge est arrivé en possession de ces méthodes, représente, on peut dire, le type classique dans cet ordre-là, par opposition aux essais analogues qui avaient été faits avant lui par divers autres philosophes théologiens et qui n'étaient pas arrivés à la perfection du genre. On peut, en certain sens, comparer l'article, à savoir la construction de la somme par article, 1, 2, 3, objection et ad primum respondendum, ad secundum respondendum, etc. On peut en certain sens comparer l'article de la somme, élément de construction de la somme de saint Thomas, à un véritable poème en forme fixe, comme on ferait un sonnet. Or, effectivement, ce passage a séduit un certain nombre de philosophes, notamment en Italie, qui se sont occupés de la forme, non pas comme un projet réalisé, c'est-à-dire comme un objet. L'objet est fini. Hein. Dès que la forme est devenue objet, on ne peut plus en parler, on peut la contempler, on peut la mettre de côté. Mais comme exigence, ou pour le dire dans les termes de quelqu'un qui a vraiment travaillé, a fait un livre sur la théorie de la forme chez Valéry, Luigi Paraison, il avait interprété à partir de Valéry l'exigence de la forme comme teoria della formatività. C'est un néologisme en italien, permettez-moi de le faire également en français, une théorie de la formativité, c'est-à-dire le besoin de présupposer une forme pour arriver à écrire. Le sonnet serait donc les deux parties en 4 vers et les 2 parties en 3 vers comme une espèce de constitution parallèle, ce qui est séduisant, à un article de la somme de saint Thomas, c'est-à-dire une forme dialogique en réalité, comme on l'a remarqué avec les gros tirets de l'édition critique Contini pour les sonnets de Pétrarque. Les sonnets de Pétrarque seraient en effet une espèce de mise en valeur de cette théorie de la formativité sous forme, entre guillemets, d'articles, où Pétrarque répond à sa conscience, répond à soi-même. Et Contini, dans la première édition chez Talon et pas l'édition inaudite, avait mis des gros tirets pour montrer que c'était une espèce de secretum en vers. Pétrarque répond à soi-même en posant les alternatives de ses comportements. C'est un élément formel extrêmement important sans lequel on risque de ne pas comprendre le sonnet. On l'a transformé peut-être trop dans un élément lyrique, alors que surtout il s'agit vraiment d'une réponse à l'exigence de la constructivité pour arriver à une forme. Et du reste, au commencement de la matinée, Claudine a cité Calvino. Bien, Calvino disait à un grand poète, Zanzotto, qui lui avait envoyé son hypersonetto, disait Calvino, j'aime bien ce hypersonetto parce que je crois à la contrainte de la forme, et littéralement. Je crois à la contrainte, du reste, il le met en français, contrainte, parce qu'il cite que non. Donc il y a tout un réseau qu'il faudrait retrouver de ce besoin de contrainte pour arriver à se donner des règles de construction. Comment pourrons-nous donc tenir ensemble les formes et leurs cendres, c'est une manière de citer en biais Valéry, la construction et la rupture,
comme nous le lisons à la conclusion des Grenades. Magnifique poème de Valéry, poème baroque, mais nous arriverons rapidement à ce baroque. Je le cite, « Cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. » Voilà, la secrète architecture, pas l'architecture apparente de la forme réalisée. Certes, ébauche d'un serpent en est la réponse, une réponse, à mon sens, qui frise la nostalgie nestorienne. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de tisser l'éloge de la ainsi dite hérésie nestorienne, mais il faudrait le faire. Et qui frise donc cette nostalgie nestorienne, et c'est un poème qui représente l'incarnation comme une chute par nuit d'un Dieu qui souffre de sa vaine perfection. Je cite seulement un passage où on le voit, c'est du reste tellement célèbre, mais j'aime bien citer parce que Valéry doit être présente par sa parole, pas par la nôtre. « Ô vanité, cause première, celui qui règne dans les cieux, d'une voix qui fut la lumière, ouvrit l'univers spacieux. Comme las de son pur spectacle, Dieu lui-même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité. Dieu même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité. Il se fit celui qui dissipe en conséquence son principe en étoile son unité. » Je crois qu'un vrai nestorien pourrait souscrire, précisément parce que l'incarnation dans cette tradition chrétienne, l'incarnation est une présence qui doit être couverte par le manteau de la première personne, c'est-à-dire de Dieu. On est le Christ incarné, mais c'est, comme Valéry le dit précisément, c'est une espèce d'obstacle. Dieu lui-même a rompu l'obstacle de sa parfaite éternité. Il doit pouvoir se contempler, ne fût-ce que dans une forme incarnée qui n'est pas parfaitement la divinité, mais en est la présence. Il s'agirait, dans cette perspective qui a fasciné de nombreux esprits, de se fonder sur le moins de distance possible entre l'absolu de la première personne et, comment dirais-je, l'incarnation qui est toujours un obstacle. Donc, il s'agirait, en termes poétiques et valériens, de se fonder sur l'heure zénitale qui ne connaît pas d'ombre, donc d'imperfection et d'obliquité, dont la ligne parfaitement verticale unit le point le plus lumineux des cieux et la plus terrestre des créatures, sans résidu, c'est-à-dire sans l'imperfection de l'ombre, et en parfaite coïncidence, comme nous le révèle la première strophe du Cimetière marin, qu'il faut lire avec cette juste lenteur. Je ne cite que la partie qui nous concerne. « Midi le juste compose de feu la mer toujours recommencée. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. » Et c'est le regard sur le calme des dieux, à mon sens, qu'il faut souligner, d'abord parce que c'est le dernier vers de la strophe, et c'est une récompense méridienne qui arrive pour ceux qui savent lire ce moment essentiel. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles l'heure de midi devient centrale dans l'élaboration même du Sentimento del Tempo chez Ungaretti, dont la première partie, c'est-à-dire les poèmes de 1924 à 1927, avant les hymnes qui sont la suite de la conversion d'Ungaretti, semble être profondément liée à la leçon du Cimetière marin. Je ne cite, mais je pourrais multiplier à l'infini les exemples. Je ne cite que Souvenir d'Afrique, qui est précisément en 1924,
et qui semble dans sa strophe finale être une traduction du cimetière marin. La mer n'est qu'une ligne de vapeur, surgit un jour avide, la plaine met un bol de miel que l'on écarte pour ne pas mourir de soif, Diane un collier d'opale sur un sein chaste, mais l'invisible même ne trouble plus. Position strictement valérienne. L'invisible même ne trouble plus. On pourrait dire, mais là, c'est la traduction de Jacotet, mais je vous assure, vous prenez le texte italien, et la traduction Jacotet est fidèle. Ce n'est pas une manière de Jacotet de devenir un élève de Valéry. Je n'ai pas donc la possibilité, malheureusement, de développer l'importance de ce mythe méridien dans la poésie, non seulement chez Ungaretti, mais je dirais dans la poésie italienne, qui dépend là de Valéry. Pensons notamment au Rosse di Seppia de Montale et Méditerranée, et tout particulièrement la section Méditerranée. Ungaretti y sera fidèle aussi bien dans ses poèmes que dans la lecture de Leopardi alla primavera o delle favole antiche. Ce magnifique poème consacré au printemps est en réalité une espèce de, je dirais, de recréation du mythe de Midi. Et il disait du reste qu'on pourrait lire les favole antiques comme favole antiche, c'est-à-dire des fables qui sont ante nos, posées devant nous, c'est-à-dire toujours face à la lumière. Encore plus dans son essai, ce sont au sens léopardien, sur les erreurs populaires des anciens. Au chapitre 7, Leopardi parle précisément de Midi, del meriggio, où il aborde l'heure de perfection et de tentation. Et là, je crois que c'est une manière, surtout si on pense à l'ébauche d'un serpent, de lire en profondeur Valéry. Midi n'est pas seulement l'heure de la révélation, mais c'est surtout l'heure de la tentation. Le diable Keteb, le chef de tous les diables, nous attaque à midi précisément parce que nous n'avons plus d'ombre et donc nous n'avons plus de défense. Et on pourrait arriver, là je suis obligé d'être bref, on pourrait arriver de Leopardi-Ungaretti et encore plus à la thèse de Caillois, que j'ai publiée du reste. Elle était dispersée dans des articles, thèse de 38-39, consacrée au démon de Midi. Si j'évoque ici Leopardi à propos de Valéry, c'est pour une raison supplémentaire. C'est parce que Ungaretti, en rapprochant constamment les cahiers de Valéry Ozzibaldone de Leopardi, essaye de libérer Valéry, donc la série des cahiers qui sont publiés successivement, essaye de libérer Valéry de la contrainte que Valéry même avait établie et affichée, la contrainte Mallarmé Valéry, pour le situer dans une lignée qui lui semble plus profonde, remontant à une autre rigueur, à savoir à la rigueur janséniste de Racine. Ça, c'est la grande thèse de Ungaretti, et je reprends la citation de son essai qui sera encore publié, comme je vous ai dit, en 69 pour ouvrir ses propres poèmes, et il dit, je traduis de l'italien, un sentiment et une interprétation moderne de la réalité existent, et Valéry m'aidera à mettre au clair ma pensée. Et il cite un article publié dans la Nouvelle Revue française de 1924, un article de Valéry qu'il cite en français et que je cite en français. Voilà la phrase de Valéry. « Jamais Racine, par exemple, quand il a écrit son illustre vers « Dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui », ne s'est imaginé de peindre autre chose que le désespoir. Mais l'accord magnifique de ces trois mots,
quand le temps le transporte et le fait traverser le XIXe siècle, trouve un renforcement inattendu et une résonance extraordinaire dans la poésie romantique. Dans une âme de notre époque, il se mélange, ici c'est toujours Valéry qui parle, merveilleusement à quelques-uns des plus beaux vers de Baudelaire. Alors voilà quelle serait pour Ungaretti la vraie filière, la vraie manière de lire Valéry en prenant ce vers de Racine que Valéry interprète dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Alors, évidemment, c'est un vers qu'on pourrait projeter sur les fleurs du mal, et c'est dans ce sens que Valéry même dit qu'il se mélange merveilleusement à quelques-uns des plus beaux vers de Baudelaire. Donc, pour Ungaretti, en citant Valéry même, la vraie rigueur qu'il faut exiger, la vraie rigueur qu'on doit trouver chez Valéry, est la rigueur janséniste de Racine. Racine, Baudelaire, Valéry, et il met entre parenthèses Mallarmé. On reconnaîtra facilement ici le besoin ou la tentation de reconduire Valéry à Racine à la rigueur janséniste et baudelairienne des abîmes, des gouffres, des néants, plutôt qu'à l'obsession de la précision mallarméenne dont Ungaretti voyait toutes les limites d'un froid exercice intellectuel. Venons à la conclusion. Ungaretti lui-même nous aide à sortir de cette impasse. On ne peut pas non plus nier, on vient du reste de le voir. Il y a un moment où on doit enterrer Valéry, après 1945. Et Ungaretti a vécu ça, et on ne peut pas nier que c'est l'un des points qu'il faut aborder si nous voulons faire ultérieurement vivre la création de Valéry. Eh bien, comment il en sort? En 1934, quand il écrit cette ébauche que j'ai déjà citée de préface à ses œuvres, et qu'il maintiendra jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Ragioni di una poesia, il cite un passage qui est célèbre, mais dont on n'avait pas souligné la dérivation. Eh bien, ce passage est un passage important parce qu'Ungaretti dit, je le cite toujours dans la traduction de Philippe Jacotet, qu'est donc le rythme dans le vers? C'est comme les spectres d'un corps qui accompagnent en dansant le cri d'une âme. Eh bien, cette formule magnifique du reste, les spectres d'un corps qui accompagnent en dansant le cri d'une âme, est exactement le texte que Ungaretti avait écrit en 1932, c'est-à-dire 2 ans avant, pour la traduction italienne de Palinos. Traduction qui est munie d'une préface de Paul Valéry, que j'aimerais bien vous lire, parce qu'on n'a pas pour l'instant, me semble-t-il, l'original français, il n'y a que la traduction italienne, mais nous n'avons pas le temps, malheureusement. C'est un texte court, mais très beau. Je cite simplement le passage d'Ungaretti qui dit l'art poétique, le poète, doit passer à l'abstraction de mouvements mélodieux organisés comme le font les arts mathématiques, l'architecture, la musique. 2 points. Agli spettri d'un corpo che accompagni danzando il grido d'un'anima. C'est exactement le texte qu'Ungaretti traduira pour sa propre poétique et comme introduction à ses œuvres. Donc c'est un texte qui vient exactement de Palinos. Mais quand on prend la sémantique concrète, les spectres d'un corps, les spectres qui tournent autour d'un corps et dont l'âme danse, eh bien, cette formule
introduit visiblement dans le cœur même de Palinos le thème fondamental de l'âme et la danse, auquel on pourrait ajouter un fragment de poème sans date venant de Histoire brisée, dont le titre est simplement poème et dont je lis la partie finale. Ouvre tes bras, me dit mon cœur, et que tes mains dans l'étendue devinent, touchent, saisissent, empoignent, palpent, caressent, comme une lyre, comme une urne. Or, ce dernier vers, comme une lyre, comme une urne, nous renvoie, me semble-t-il, nécessairement à l'ode à une urne grecque de John Keats, dont je ne lis ici que le commencement et la fin, dans la traduction de Bonnefoy que nous fêterons ici le 6 octobre prochain. Et vous reconnaîtrez simplement la formule finale. Et lorsque l'âge aura détruit ce siècle, tu seras là encore, dans les nouvelles douleurs, l'ami des hommes. Tu leur diras, beauté c'est vérité, vérité beauté, voilà tout ce que l'on sait sur terre et qu'il faut que l'on sache. Eh bien, cette identification beauté-vérité et vérité-beauté est un passage direct, une citation que nous trouvons identique dans le dialogue Eupalinos de Valérie par la voix de Socrate. C'est une citation silencieuse mais nette de John Keats. Je cherche volontiers parmi les ombres l'ombre de quelque vérité. Mais toi, de qui la beauté toute seule a formé les désirs et gouverné les actes, te voici entièrement démuni. Donc moi je cherche l'ombre de quelque vérité, mais toi, de qui la beauté toute seule a formé les désirs. Donc comme vous le voyez, c'est une citation nette et directe de cette ode à une urne grecque de John Keats, que je voudrais interpréter ici, non pas dans le sens romantique traditionnel, mais dans le sens merveilleux que Julio Cortázar a donné de son œuvre, mais là aussi, bon, on n'a pas le temps. Je termine. Voilà donc surgir entre Racine, Léopardi d'un côté et Mallarmé de l'autre, la figure de John Keats que j'aimerais aujourd'hui donc vous proposer dans cette perspective. Je crois que si nous voulons faire sortir Paul Valéry de cette prison que vous avez évoquée tout à l'heure, il faut creuser dans cette direction-là. C'est ce que Carlo Bo, en 1946 et en 1950, avait souligné en citant l'éloge corrosif que Sartre, dans Temps moderne, avait laissé tomber sur Valéry. Valéry est notre Delille. Donc, vous l'avez évoqué, c'est pas seulement... alors que Carlo Bo le rapprochait, comme Ungaretti du reste, à Pascal. Et voilà sa citation dans son essai magnifique. Il nous dit... Valéry est resté fidèle à la mesure de sa désolation, et puis il ajoute à propos de Pascal, son œuvre est semblable aux pensées de Pascal, capable de soutenir les contradictions de l'absurde et des dernières vanités de l'âme. Capable de soutenir les dernières vanités de l'âme. Alors, nous sommes au centenaire de Pascal. Bonne raison pour reprendre ce chemin, Pascal, Racine, Baudelaire, Valéry. Merci beaucoup.